Nous sommes à présent en plateau avec Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste au sein de Market Securities. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors pas mal de sujets cette semaine. Un sujet qui a fait l'actualité, c'est le fameux Brexit. Alors je rappelle, je donne 2-3 éléments de contexte. Dimanche se tient un conseil européen, donc avec Emmanuel Macron, Angela Merkel et les 27 qui doit sceller l'accord de retrait et la déclaration politique sur la future relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et là on est plutôt sur un accord en douceur, c'est-à-dire un accord où le Royaume-Uni finalement reste dans l'union douanière, applique les règles de l'Union européenne, n'est plus à la table des négociations et on a 2-3 points de tension, notamment sur les droits de pêche dans les eaux territoriales britanniques, sur l'enclave à Gibraltar et évidemment sur le fait que ils ne sont pas forcément tous d'accord au Royaume-Uni sur cet accord. Ouais, donc ça reste quand même assez difficile puisque même si on voit qu'il y a quand même une volonté en fait d'envisager un avenir commun côté européen, côté britannique, il y a un certain nombre de facteurs d'incertitude encore, avec donc cette nécessité de valider donc que ce soit la déclaration d'intention mais aussi le draft qui a été publié récemment, avec côté britannique nécessité donc de le voter au Parlement, avec vraiment la question de la frontière irlandaise, de la... C'est ça, ça a été au cœur des négociations pendant les 2 dernières semaines, cette frontière irlandaise. On ne voulait pas qu'il y ait de frontière physique entre la République d'Irlande d'un côté et la province du Royaume-Uni, donc l'Irlande du Nord de l'autre. Et c'est ce qui a fait basculer, entre guillemets, ce qui a fait que Theresa May a accepté des conditions qu'elle n'acceptait pas avant. Exactement. Après, l'idée, voilà, c'est de rester un petit peu dans l'union douanière telle qu'elle est aujourd'hui. La problématique qui va se poser maintenant, c'est que certains parlementaires britanniques ne veulent pas être confinés dans cette situation, veulent une indépendance et donc sont à même de, même si on leur offre de ne pas avoir de frontières, ils ne veulent pas forcément rester confinés dans cette union douanière et peuvent voter non. Donc ça, c'est le premier facteur qu'il va falloir étudier. Est-ce que les Britanniques ou non votent le deal de leur côté? Et ensuite, il y a une autre question, c'est côté européen, chaque pays doit le valider et on a vu effectivement qu'il y a un certain nombre d'incertitudes. Il y a la situation espagnole. Bloquants. La situation espagnole et notamment, est-ce que l'Espagne à un moment ou un autre peut avoir un veto sur Gibraltar, qui doit être encore étudié dans les prochaines heures. La question aussi de tout ce qui a trait à la pêche, et le fait que la France veuille pêcher dans les eaux britanniques. Il y a aussi ils mettent ça en relation avec le fait que on veut aller pêcher dans les eaux britanniques et comme ça on vous donne accès au marché du poisson européen. Et si vous refusez, enfin d'ailleurs c'est que la position de la France et peut-être un ou 2 autres pays, c'est pas forcément la position de l'Union européenne. Après il y a aussi la question de tout ce qui a trait aux règles, on va dire, qui s'appliquent aux accords du climat donc, et de la pollution. La France et d'autres pays veulent que le Royaume-Uni valide un petit peu cette idée-là et applique exactement les mêmes règles, sinon il pourra avoir un avantage que les pays européens n'ont pas. Donc encore quelques points de blocage aussi côté européen et donc pas mal d'incertitudes aujourd'hui. Et donc en fait, les points de blocage, toutes les négociations vont dans le sens de bon ok c'est un Brexit, mais c'est un Brexit comme s'il n'y avait pas eu de Brexit. Exactement, on est vraiment dans ce qu'on appelle plutôt un Bremain, à savoir qu'on vend un accord, mais c'est une coopération à long terme on va dire qu'il va se poursuivre et surtout les détails de l'accord, il n'y a pas vraiment une indépendance du Royaume-Uni sur surtout le cas de l'union douanière et le fait qu'ils soient un petit peu contraints par cette frontière avec l'Irlande. Sans faire de prédictions sur les prochains jours, vous êtes plutôt optimiste sur le fait que le Brexit soit effectivement scellé ce week-end ? Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'il y a un peu plus de chances d'avoir un accord, je dirais, ce week-end et éventuellement un vote des parlementaires britanniques. C'est notamment le fait que lundi soir on ait offert la possibilité que lors du vote sur le texte, les parlementaires britanniques auront le choix et pourront voir en fait les conséquences d'un scénario donc avec Brexit ordonné et Brexit non ordonné. C'est ça, ils auront l'impact économique en fait sur leur pays. Donc clairement l'impact économique, tout le monde le sait, c'est que si c'est pas ordonné, c'est très difficile de faire des projections et on sait que ce sera forcément négatif de par l'incertitude qui va peser sur l'investissement. Donc ça, voilà, ça c'est un point je dirais économique, mais après il y a quand même une énorme incertitude sur le côté frontière irlandaise, union douanière perpétuelle, manque d'indépendance et le vrai risque à mon avis il est plus côté parlementaire britannique, où on voit que sur toutes les projections qu'on peut avoir entre les mains, c'est encore très très serré. Donc c'est dur d'être... moi je pense que ce serait... Aujourd'hui c'est du 50-50 côté britannique. Après côté européen, c'est des
petits détails à gérer, mais ça semble pas être le principal point de blocage. Et alors, si jamais c'est effectivement scellé dimanche, est-ce que ça veut dire que c'est un... on a dit que c'était pas forcément un réel Brexit, mais est-ce que ça veut dire que la situation est terminée pour autant, ou est-ce que en fait, ça ne fait que repousser les négociations à 10 ans? En fait, c'est le premier point, donc c'est voilà, que tout le monde valide le texte et les déclarations d'intention ce week-end. Et puis c'est symbolique, c'est dire ok, c'est acté. Techniquement, oui, voilà, le texte sera définitif et les déclarations sur le futur seront définitives. Le vrai souci, ce sera ensuite le vote de chaque côté. On peut se dire que si l'Europe valide le texte le week-end, il n'y aura pas forcément de problème sur chaque pays. Mais le vrai souci, ce sera le vote des parlementaires britanniques, qui vraisemblablement se tiendra le mois prochain. La date limite, c'est 21 janvier, mais le plus vite ce sera, mieux ce sera. Donc non, disons que ce week-end, ça peut réduire un petit peu l'incertitude côté européen, mais britannique, ça reste plus ou moins la même chose, à moins qu'il y ait des modifications du texte, qui aillent plus dans le sens des parlementaires qui aujourd'hui ont tendance à dire qu'ils ne voteront pas pour ce texte. À suivre du coup tout au long de la journée, et samedi et dimanche, pour voir si effectivement ce vote a eu lieu. Un autre sujet européen est revenu au goût du jour cette semaine, c'est la situation italienne. Alors pour rappel, l'Union européenne et le Parlement européen et le gouvernement italien avaient du mal à s'entendre sur le budget italien. L'exécutif européen estimait que le déficit de l'Italie atteindrait 2,9%, l'Italie disait 2,4%. Bruxelles a menacé de sanctions en disant qu'il fallait qu'ils reviennent à la raison. Et alors j'ai trouvé cette phrase de Matteo Salvini hier qui résume à peu près toute la situation. Donc Bruxelles a envoyé une lettre pour prévenir de sanctions. Matteo Salvini répond: la lettre de Bruxelles est arrivée, j'attends aussi celle du Père Noël. On est dans un vrai dialogue de sourds là. Aujourd'hui, voilà, on est dans une phase de début de négociation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'action de la Commission européenne, c'est notifier tout d'abord que le déficit italien sera hors des clous et hors des objectifs de Bruxelles. Ça ouvre la voie potentiellement au démarrage d'une procédure de déficit excessif qui pourrait être lancée donc janvier au moment de l'ECOFIN, donc c'est le 21 ou le 22 janvier. À partir de ce moment-là, donc la Commission européenne va laisser un délai de 3 à 6 mois à l'Italie pour revenir avec des propositions plus réalistes. Et si ce n'est pas le cas, elle pourrait sanctionner le pays donc avec des amendes qui peuvent aller de 0,2% à 0,5% du PIB. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des élections parlementaires au niveau européen en mai 2019. Donc on peut estimer que la Commission européenne ne mettra pas des sanctions avant cette date-là. Donc ça laisse entre 6-7 mois à l'Union européenne et l'Italie pour négocier, trouver un accord, faire des compromis. Ce sera dépendant de la situation économique dans les prochains mois et aussi un petit peu à mon avis des sondages. Et les Italiens, on sent qu'ils cherchent le compromis parce qu'on a plutôt l'impression qu'aujourd'hui ils cherchent à garder leur position et advienne que pourra. Alors très clairement aujourd'hui, les grosses, je dirais, on va dire les principaux points, l'argent mobilisé, les dépenses, les secteurs affectés, les Italiens ne semblent pas revenir dessus. Donc ils restent sur leur objectif de 2,4%, leur hypothèse de croissance de 1,5%. Donc tout ça semble vraiment très très optimiste. Après, il y a quelques petits points d'inflexion potentiellement sur la manière dont les dépenses vont être affectées. Mais globalement, c'est une position très dure. Et ça semble assez logique puisqu'on est, comme je vous dis, je pense, au début d'une phase de négociation qui va durer encore plusieurs mois. Alors, je vous propose de passer outre-Atlantique maintenant avec la Fed. Il y a les turbulences de marché qu'on a vues ces derniers jours invitent certains investisseurs invitent la Fed à stopper ses hausses de taux d'intérêt. Pour l'instant, elle n'a pas l'intention de le faire. Elle continue sur son cap pour sa 4e hausse des taux qui interviendra en décembre. Quelle est votre position et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour 2019 ? Alors nous, notre idée, ça fait maintenant, on va dire depuis, je pense, début d'année, c'était que la Fed va continuer à relever ses taux de manière à atteindre ce qu'on qualifie de taux d'intérêt d'équilibre. Donc la plupart des membres de la Fed estiment aux alentours de 3%, ce qui voudrait dire encore 3 augmentations de taux à partir de maintenant. L'idée, c'est qu'à partir de ce seuil d'équilibre-là, la Fed va être dans une position où elle va regarder beaucoup plus l'économie, où elle va prendre beaucoup plus son temps, et ce qui veut dire qu'on pourra avoir une pause si les conditions économiques ne sont pas aussi favorables
qu'elle ne l'était par exemple en 2018. Ce sera pas forcément tous les trimestres, mais ce sera en fonction de la situation économique. La question d'une pause, je pense que c'est, voilà, à un moment ou à un autre, en 2019, on aura une pause. Nous, on aurait plutôt tendance à dire que la Fed est un peu en autopilote jusqu'au mois de juin, donc de manière à atteindre ce niveau d'équilibre qui est aujourd'hui estimé à 3%, mais ça pourrait être potentiellement revu à 2,75 et donc on aurait une pause plutôt en mars. Mais l'idée, c'est que 4 hausses de taux pour 2019, ça semble complètement impossible. 2 hausses de taux, c'est à peu près ce qu'envisage le marché, mais ça va dépendre aussi de l'inflation. Aujourd'hui, la Fed a plutôt intérêt à aller jusqu'à l'équilibre parce que vous avez des salaires qui commencent à remonter, des très bons chiffres récemment, on est sur des niveaux de croissance similaires à ce qu'on a vu en 2009. C'est un indicateur intéressant qui est aussi la proportion de gens qui quittent leur job pour en avoir un autre volontairement, qui est plus haut depuis 2001. Donc un indicateur de confiance dans le marché quand même. Donc voilà, on a un marché du travail qui est, comme l'a suggéré une étude de la Fed de San Francisco cette semaine, qui est quasiment à son point d'équilibre. Donc potentiellement des tensions salariales. Et après, il y en aura un autre impact qu'il faudra prendre en compte, c'est celui des tarifs et l'inflation importée. Donc globalement, aujourd'hui, la Fed a plutôt une position où elle est un peu en autopilote jusqu'à atteindre ce taux d'équilibre et ensuite elle prendra peut-être beaucoup plus son temps et sera beaucoup plus sensible aux données économiques. Alors rapidement, c'est aujourd'hui le Black Friday. Est-ce que ça a un impact pour vous, économiste, une situation, un jour comme ça, le Black Friday? Alors oui, ça a un impact parce que si on regarde un petit peu l'évolution de la croissance américaine récemment, un des principaux moteurs aujourd'hui, c'est la consommation des ménages. On a eu de très bons chiffres au T2 et au T3 suite à la mise en place de la réforme fiscale. La question, c'est est-ce que ce mouvement va continuer sur le très court terme? Alors on avait eu des bons chiffres en octobre, est-ce qu'on aura une continuité en novembre? Donc c'est vraiment important parce que c'est un des principaux facteurs de soutien aux États-Unis, mais aussi aux autres pays développés, et c'est censé l'être et compenser un petit peu tout l'effet négatif du commerce extérieur. Donc je pense que les chiffres ont une importance particulière. Après, voilà, il faudra regarder, à mon avis, l'ensemble de ce qu'on appelle la shopping season, et potentiellement donc jusqu'à la fin du trimestre. Et ensuite, avec les fêtes de fin d'année, effectivement. Exactement. Aujourd'hui, voilà, les premiers indicateurs qu'on a, c'est qu'on a un climat qui est défavorable aux États-Unis. Il a fait extrêmement froid, donc on pourra avoir des chiffres du Black Friday un petit peu qui montrent un ralentissement, mais à l'inverse, ça pourrait être compensé par les chiffres de lundi, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus sur Internet. Donc voilà. Donc c'est un indicateur essentiellement aux États-Unis, si je comprends bien. Pas encore en Europe. Pas encore en Europe parce que ça vient se rajouter un petit peu au fur et à mesure des années, mais c'est vraiment aux États-Unis, c'est capital. D'autant plus que si on regarde un peu les derniers chiffres, les dernières guidances des retailers début de semaine, c'était plutôt très décevant. Donc aujourd'hui, si on veut redonner un petit coup de fouet aux investisseurs, les rassurer, il faudrait des bons chiffres et c'est pour ça aussi que ça va être scruté cette année. Merci beaucoup Christophe Barraud. Je rappelle que vous êtes chef économiste et stratégiste chez Market Securities.